C'est une matinée riche en actualités pour Boeing. Des avions Boeing 737 MAX avec des gouvernails défectueux. Un avertissement vient d'être émis concernant certains avions Boeing avec des fonctions qui pourraient se bloquer pendant le vol. Le National Transportation Safety Board a émis une alerte de sécurité urgente sur les Boeing 737 MAX et certains 737 NG plus anciens. Alors, quel est le problème maintenant? Quelle est la gravité de la situation et le temps nécessaire pour la réparation? Je sais que j'ai commencé beaucoup de mes vidéos récentes de cette façon, mais Boeing n'a vraiment pas besoin d'une autre crise en ce moment. Alors que j'enregistre ceci, les travailleurs de l'entreprise dans la plupart de ces sites de production clés dans l'État de Washington et ailleurs sont toujours en grève, affectant à la fois les clients de Boeing et ses fournisseurs. Le cycle de l'actualité n'attend personne. Ainsi, Boeing se retrouve une fois de plus dans l'actualité pour de très mauvaises raisons. Car le 26 septembre, le National Transportation Safety Board a émis une recommandation urgente de sécurité concernant le système de gouvernail du Boeing 737. Le document explique que dans des circonstances très spécifiques, le système de gouvernail sur les Boeing 737 concernés pourrait se bloquer ou être limité. Maintenant, le gouvernail est le grand contrôle de vol à l'arrière du stabilisateur vertical et il contrôle normalement l'avion autour de l'axe de lacet, ce qui est crucial pour le virage coordonné, le contrôle directionnel au sol, les atterrissages par vent de travers et aussi en cas de panne de moteur. Maintenant, je vais expliquer quels sont ces problèmes spécifiques avec le gouvernail cette fois, mais je veux clarifier une chose avant de continuer. Ce problème n'a rien à voir avec les accidents de gouvernail, impliquant les anciens modèles du 737 dont vous avez peut-être entendu parler. Maintenant, je pourrais entrer dans plus de détails sur ces accidents à un moment ultérieur sur la chaîne Mentour Pilot, mais ce que vous devez savoir, c'est que ces événements impliquent l'actionnement hydraulique du gouvernail lui-même, ce qui n'est pas le mécanisme dont parle maintenant le National Transportation Safety Board. Alors, de quoi s'agit-il avec ce nouveau problème? Eh bien, cette histoire a émergé après un incident qui a eu lieu plus tôt cette année, le 6 février 2024. Cela s'est produit sur le vol United Airlines 1539 opérant de Nassau aux Bahamas à Newark, New Jersey, aux États-Unis. Maintenant, ici je devrais souligner que nous n'avons toujours pas le rapport final sur cet incident, mais le National Transportation Safety Board a publié un rapport préliminaire environ un mois après l'incident exposant les faits de base. L'avion impliqué était un Boeing 737 MAX 8 de 4 ans avec le numéro de queue novembre 47280 et il a été initialement construit pour Air Italy, qui a malheureusement cessé d'opérer en 2020 avant même qu'il puisse en prendre livraison. Et cela, le fait que cet avion spécifique a été initialement construit pour quelqu'un d'autre que United, est une partie clé de cette histoire, comme vous le verrez bientôt. À bord du vol de l'incident, il y avait 155 passagers, 2 pilotes et 4 membres d'équipage de cabine, et selon tous les rapports, la plupart du vol était tout à fait standard et sans incident. Mais les pilotes ont rencontré un problème inattendu juste après avoir atterri sur la piste 04 droite de Newark. Vous voyez, lorsque le capitaine, qui était le pilote en vol, a essayé de bouger le gouvernail pour garder l'avion centré sur la piste, il s'est rapidement rendu compte que les pédales du gouvernail étaient complètement bloquées, ou du moins, elles semblaient bloquées en réponse à l'application normale de la pression du pied, comme il l'a dit plus tard. Maintenant, en pensant rapidement, le capitaine a ensuite utilisé le gouvernail de direction situé sur le côté gauche du cockpit pour diriger la roue avant et maintenir le contrôle directionnel de cette manière. Les pédales du gouvernail sont également connectées à la roue avant et peuvent la diriger dans une certaine mesure, donc nous n'utilisons normalement pas le gouvernail de direction pendant le roulis d'atterrissage car il peut déplacer la roue avant très rapidement et brusquement et est donc assez inconfortable à haute vitesse. Encore une fois, tout cela s'est passé très rapidement, mais au final, tout s'est bien passé. Les données automatiques Dependent Surveillance Broadcast du vol ne montrent aucune déviation significative de la ligne médiane, et lorsque l'avion a pris une sortie à haute vitesse de la piste, le commandant a demandé au premier officier de vérifier si ses pédales de gouvernail fonctionnaient mieux, mais le premier officier a constaté que ses pédales étaient essentiellement bloquées aussi. Peu de temps après cela, l'un des pilotes, probablement le premier officier, a donné un bon coup fort aux pédales qui les a finalement débloquées. Ensuite, le commandant a testé à nouveau ses pédales et a constaté qu'elles fonctionnaient normalement. Pendant ce temps, personne assis derrière les deux pilotes n'avait remarqué quelque chose d'anormal.
L'avion a simplement continué à rouler jusqu'à sa porte où tout le monde a débarqué normalement et a continué joyeusement son chemin, sauf pour l'avion qui a évidemment été immédiatement retiré du service. Initialement, les ingénieurs de la compagnie aérienne ont examiné l'appareil sans trouver de pièces défectueuses évidentes dans le mécanisme du gouvernail. Mais lorsqu'ils ont téléchargé les données de l'enregistreur de vol, ils ont vu que le gouvernail était resté coincé pendant l'atterrissage et le décollage, et aussi qu'il avait fallu une bonne quantité de force sur la pédale pour que le système se débloque. 3 jours après l'incident, United Airlines a alors effectué un vol d'essai pour voir si le problème pouvait peut-être être reproduit. Et à leur grande surprise, ils ont découvert que c'était possible. Cette fois, les pilotes ont vérifié et identifié le gouvernail de direction en altitude. Donc, après que le problème ait été identifié, le vol d'essai a été écourté et l'avion est retourné à Newark, où l'équipage a atterri en toute sécurité, probablement après avoir à nouveau débloqué le gouvernail. Et c'est à ce moment-là que le National Transportation Safety Board a été informé de toute la séquence des événements et que leur enquête sur toute cette affaire a commencé. Maintenant, en plus du National Transportation Safety Board lui-même, l'enquête a également impliqué United Airlines, Boeing, la Federal Aviation Administration et aussi une entreprise appelée Collins Aerospace. Et la raison pour laquelle Collins faisait partie de tout cela était parce que le National Transportation Safety Board avait découvert que le problème impliquait une pièce appelée actionneur de guidage de roulage, qui avait été fabriquée par Collins Aerospace. Lorsqu'il a été testé au sol dans des conditions normales, le National Transportation Safety Board a constaté que cette pièce fonctionnait parfaitement bien, ce que les ingénieurs de United Airlines avaient également découvert après l'incident du 6 février. Mais lorsque le National Transportation Safety Board a testé à nouveau la pièce, après l'avoir soumise à des températures très froides, ils ont constaté que sa fonction était gravement compromise. Alors pourquoi cela? Eh bien, nous y arriverons bientôt. Mais ce qui rend cette histoire particulièrement étrange, c'est que la pièce en question n'était même pas utilisée lorsqu'elle a commencé à mal fonctionner, car elle avait en fait été désactivée à la demande de United Airlines. Alors, à quel point ce problème est-il rare? À quoi sert cette pièce? Et si elle n'était pas utilisée, alors que faisait-elle là? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, il y avait plein d'histoires différentes qui circulaient dans la presse lorsque cette nouvelle a éclaté. Et avec le flot de mises à jour liées à Boeing, je voulais obtenir une compréhension vraiment complète de la situation. Pour comprendre ce qu'est l'actionneur de guidage de déploiement et ce qu'il faisait sur cet avion, nous devons parler un peu plus du système de gouvernail du 737. Les pédales du 737 peuvent bouger le gouvernail de différentes manières. Tout d'abord, elles sont connectées par des câbles à un mécanisme de tube de torsion qui est à son tour connecté à une unité de contrôle de puissance principale et de secours, ou PCU. C'est un système en boucle fermée, ce qui signifie que la position des pédales correspondra à la position du gouvernail et vice-versa. Mais il y a plus de complications à ce système, car il est également conçu pour réduire la quantité de déflexion que les pédales imposent sur le gouvernail à mesure que la vitesse de l'avion augmente afin de diminuer son effet et d'éviter de grandes forces sur la dérive. Et en plus de cela, le PCU intègre également le fonctionnement de l'amortisseur de l'A7, qui déplace le gouvernail automatiquement en vol pour contrer quelque chose connu sous le nom de roulis hollandais, et aussi pour aider les pilotes à coordonner les virages avec le roulis des ailerons, mais les pilotes automatiques travaillent ensemble avec l'amortisseur de l'AC. Dans des conditions normales, les pilotes automatiques ne contrôlent pas directement le gouvernail, ce qui deviendra bientôt important. Il y a bien sûr beaucoup plus à propos du système de gouvernail que cela, y compris beaucoup de redondances et de procédures d'échec, mais ce que vous devez comprendre, c'est que ces systèmes ont été mis à jour et modifiés plusieurs fois tout au long de l'histoire du 737. Cela inclut ce que nous en avons fait après ces accidents de gouvernail dur dans les années 90. Mais encore une fois, ces accidents et leur résolution ont précédé l'introduction de la famille 737 NG et MAX. Donc, ces modifications n'avaient rien à voir avec cet incident. Mais certains 737 ont un autre système séparé qui peut également bouger le gouvernail. Et c'est là qu'intervient l'actionneur de guidage de roulage. Vous voyez, ce que cet actionneur est en réalité, c'est un type de servomécanisme électrique. Dans le rapport provisoire, le National Transportation Safety Board a décrit la pièce défectueuse comme un servot de guidage de roulage de gouvernail avec le numéro de pièce SVO 730. Et ce que fait réellement cette pièce a à voir avec le pilote automatique du 737.
Cela concerne spécifiquement les approches du Instrument Landing System et les atterrissages automatiques. Maintenant, si vous êtes un spectateur régulier de la chaîne Mentor Pilot, vous vous souviendrez peut-être que nous faisons généralement référence à 3 types de Instrument Landing System en fonction de l'équipement disponible de l'aéroport sur l'avion ainsi que des certifications des pilotes. Et le type d'Instrument Landing System que nous utiliserons dépend des conditions météorologiques auxquelles nous sommes confrontés. Les approches du Instrument Landing System sont classées en catégories 1, 2 et 3. Et plus les chiffres augmentent, plus leur précision s'améliore. Et donc le mauvais temps et la visibilité que nous pouvons gérer s'améliorent également. Mais pour effectuer réellement un atterrissage automatique où l'avion touche la piste tout seul, nous devons effectuer soit une approche du Instrument Landing System de catégorie 2, soit de catégorie 3. Dans un Boeing 737, cela implique l'utilisation de nos 2 systèmes de pilotage automatique qui se soutiennent mutuellement. L'avion, l'aéroport et les pilotes doivent maintenir leur certification pour rendre ces opérations possibles. Mais le fait est que ce ne sont que les grandes catégories d'approche du Instrument Landing System que nous avons. Il existe encore plus de sous-catégories pour les atterrissages automatiques de catégorie 3. La catégorie 3 Alpha, la catégorie 3 Bravo et, au moins théoriquement, la catégorie 3 Charlie. Lors d'un atterrissage automatique de catégorie 3 Alpha, l'avion se pilote quasiment seul jusqu'à la piste, effectuant l'arrondi et l'atterrissage de manière autonome. Le pilote doit ensuite maintenir le contrôle directionnel de l'appareil à l'aide des pédales de direction. Dans une telle approche, nous déconnecterions le pilote automatique après l'atterrissage et dirigerions l'avion sur la piste. Et c'est de loin l'approche de catégorie 3 la plus courante. Mais ensuite, nous avons la catégorie 3 Bravo, où le pilote automatique reste connecté et maintiendra le contrôle directionnel après l'atterrissage et pendant le déploiement. La catégorie 3 Charlie est essentiellement la même que la catégorie 3 Bravo, sauf qu'avec une 3 Bravo, nous devons encore pouvoir voir un peu la piste ou ses lumières avant d'atterrir, ce que nous ne faisons pas dans une catégorie 3 Charlie. Cela signifie que théoriquement, avec la catégorie 3 Charlie, vous pourriez ne rien voir après l'atterrissage, ce qui est terrifiant pour le moins. Mais en pratique, autant que je sache, la catégorie 3 Charlie n'existe pas vraiment. Parce qu'avec une visibilité aussi basse, même sortir de la piste et se garer serait presque impossible. Et en plus de cela, il y aurait de sérieux problèmes pour que les véhicules de secours et d'incendie atteignent en toute sécurité un avion dans ces conditions si cela était nécessaire. Au fait, faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous s'il y a de nouveaux développements à ce sujet, car j'ai peut-être manqué quelque chose. Alors dites-le moi, et pendant que vous y êtes, assurez-vous de mettre j'aime et de vous abonner à la chaîne également. Quoi qu'il en soit, le point ici est que, comme je suis sûr que vous l'avez déjà deviné, l'appareil qui permet au pilote automatique de maintenir la ligne médiane de la piste après l'atterrissage lors d'un atterrissage de catégorie 3 Bravo est l'actionneur de guidage de déroulement, qui est un ajout qui permettra au pilote automatique de travailler directement avec le gouvernail, mais le fait est que sur les milliers de 737 NG et MAX en service aujourd'hui, seule une fraction d'entre eux sont configurés pour pouvoir effectuer des atterrissages de catégorie 3B. La plupart des 737 n'ont donc pas d'actionneur de guidage de déroulement. Les compagnies aériennes font cela pour plusieurs raisons, principalement le coût, l'infrastructure aéroportuaire disponible et des procédures spécifiques à chaque compagnie. Et pour la cohérence dans la formation, les compagnies aériennes essaient généralement de garder leur flotte configurée de sorte que tous les avions utilisent les mêmes systèmes et procédures. Vous vous rappelez quand j'ai mentionné que le 737 MAX 8 impliqué dans cet incident avait été initialement construit pour une autre compagnie aérienne qui ne l'a jamais récupéré? Eh bien, il s'avère que cette compagnie aérienne, Air Italy, avait commandé ces avions configurés pour effectuer des approches de catégorie 3 Bravo et donc il était équipé de tous les systèmes nécessaires pour rendre cela possible. Cependant, United Airlines n'utilisait pas ce système sur leur Boeing 737. Donc, lorsqu'ils ont décidé de prendre ce 737 MAX particulier et quelques autres comme lui chez Boeing, United a demandé à Boeing de désactiver cette capacité de catégorie 3 Bravo. Mais même si cela a été fait, l'actionneur de guidage de déploiement n'a pas été complètement retiré du mécanisme du gouvernail. Au lieu de cela, le système est resté en place, désactivé, mais toujours connecté au reste du mécanisme du gouvernail. Maintenant, nous ne savons pas exactement quel type d'approche l'équipage d'United effectuait dans ce cas, mais cela n'a pas vraiment d'importance car même s'il n'était pas activé,
l'actionneur de guidage de déploiement défectueux a toujours provoqué le blocage du reste du système du gouvernail dans la même position neutre qu'il avait pendant le vol. Après ce premier vol d'essai suite à l'incident de février, l'actionneur de guidage de déploiement a ensuite été retiré et l'avion a été à nouveau testé en vol et cette fois, il n'y avait plus de problème affectant son système de gouvernail. Donc en gros, problème résolu. Maintenant, après encore plus de vérifications, United a finalement remis l'avion en service le 22 février, 2 semaines après l'incident. Mais qu'est-ce qui était réellement arrivé à cette pièce? Eh bien, il s'avère que la pièce avait littéralement gelé en position. Il semble que de l'humidité ait pénétré à l'intérieur de la pièce, qui a ensuite gelé lorsqu'elle a été soumise aux basses températures en altitude de croisière. Et après que cela se soit produit, les tolérances à l'intérieur de la pièce étaient suffisamment serrées pour bloquer tout le reste jusqu'à ce qu'une force suffisante soit appliquée pour la débloquer. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, le National Transportation Safety Board a soumis la pièce problématique à des températures extrêmement basses au sol après avoir confirmé le problème, et lorsqu'ils ont répété le test avec un actionneur de guidage de déploiement identique provenant d'un autre avion, la même chose s'est produite. Pour être clair, cependant, ce n'était pas un problème avec la conception de l'actionneur de guidage de déploiement. L'humidité n'aurait pas dû pénétrer dans la pièce en premier lieu, et la raison pour laquelle elle l'a fait était parce que le composant n'avait pas été correctement assemblé. Collins Aerospace a par la suite signalé qu'un roulement étanche avait été assemblé de manière incorrecte lors de la production de ses actionneurs, laissant le côté non scellé plus susceptible à l'humidité qui peut geler et limiter le mouvement du système de gouvernail. Collins a également informé Boeing que le même problème d'assemblage pourrait avoir affecté un total de 353 actionneurs de guidage de déploiement que l'entreprise avait livrés à Boeing depuis 2017. Et le fait que cela remonte aussi loin signifie que les avions affectés pourraient inclure à la fois les 737 MAX et les anciens 737 NG. Il semble maintenant que United Airlines avait en fait un total de 9 737 MAX 8 avec la pièce défectueuse installée, et ces 9 avions étaient les seuls avec ce problème particulier aux États-Unis. Selon Dominic Gates, dans le Seattle Times, les compagnies aériennes aux États-Unis ont en fait pris livraison de 16 autres 737 avec les mêmes pièces affectées, mais ces avions ont ensuite été loués à d'autres compagnies aériennes en dehors des États-Unis. Mais ni le National Transportation Safety Board, ni Boeing n'ont jusqu'à présent révélé combien des 353 composants affectés ont réellement été installés sur des avions opérationnels. Certains pourraient encore être rangés dans des tiroirs pour les utiliser comme des pièces de rechange, par exemple. Mais le 30 septembre, le National Transportation Safety Board a déclaré que jusqu'à 40 compagnies aériennes en dehors des États-Unis pourraient avoir des avions équipés de ces pièces. Depuis cet incident, United a retiré ses composants du reste de sa flotte. Et comme je l'ai déjà dit, le rapport intérimaire a identifié le rôle de ces pièces assez tôt. Déjà en mars, ce qui aurait dû laisser suffisamment de temps pour que tous les avions concernés aient déjà été retirés du service et rectifiés. Mais c'est, bien sûr, en supposant que tous les opérateurs des 737 dans le monde savent réellement que leurs avions ont ces pièces. C'est pourquoi le National Transportation Safety Board souhaite voir plus d'action sur ce problème, ajoutant que 2 autres compagnies aériennes ont rencontré des problèmes similaires avec les 737 dès 2019. De son côté, Boeing a déclaré avoir informé les opérateurs des 737 concernés de ce problème potentiel, et ce, dès août. Mais uniquement transmettre cette information n'est pas tout ce que le National Transportation Safety Board attend de Boeing sur cette question. Car un autre élément d'information intéressant qui est ressorti de l'alerte de sécurité urgente du National Transportation Safety Board en septembre concerne ce que nous, les pilotes, sommes censés faire si nous nous retrouvons avec un gouvernail bloqué comme ces pilotes de United. Le National Transportation Safety Board a spécifiquement contesté les directives de Boeing sur cette question, car le manuel de vol du 737 indique que si les pilotes sont confrontés à un gouvernail bloqué ou restreint, ils devraient surmonter le système bloqué ou restreint en utilisant une force maximale, y compris un effort combiné des 2 pilotes. Maintenant, le National Transportation Safety Board a souligné que cette directive est loin d'être idéale si le problème est découvert pendant le roulis à l'atterrissage. Comme je suis sûr que la plupart d'entre vous peuvent le voir, donner à l'avion un coup de gouvernail soudain et fort juste après l'atterrissage
pourrait en fait provoquer une perte de contrôle et une sortie de piste dans le pire des cas si les pilotes réussissaient à débloquer le gouvernail. Il convient également de noter ici que la plupart des 737 n'ont qu'un palonnier côté capitaine dans le cockpit. Et cela signifie que si c'était le premier officier qui était le pilote en vol lorsque l'incident s'est produit en février, maintenir l'avion sur la ligne centrale en utilisant le palonnier serait devenu beaucoup plus difficile. Les deux pilotes auraient dû réagir très rapidement, passer les commandes puis décider de continuer l'atterrissage ou de refaire un tour en fonction de ce qu'ils jugeraient le plus approprié. Donc, au lieu de faire face à cette situation potentiellement déroutante, le NTSB veut que Boeing propose des réponses alternatives à l'utilisation de la force brute pour débloquer le gouvernail et aussi pour varier ces réponses en fonction de l'apparition du problème en vol ou pendant le roulement à l'atterrissage. Le National Transportation Safety Board souhaite également que Boeing et la Federal Aviation Administration s'assurent que les équipages et les compagnies aériennes en dehors des États-Unis soient informés de ce problème et agissent de manière appropriée pour s'assurer que cela ne puisse plus se reproduire. Mais je pense que le principal enseignement est que l'industrie n'a pas découvert ce problème pour la première fois en septembre lors de la publication de la recommandation urgente de sécurité du National Transportation Safety Board. Au lieu de cela, durant les mois qui ont suivi l'incident de United, ce problème aurait dû être résolu dans la majorité des cas, et il n'était pas particulièrement répandu pour commencer. Maintenant, nous devrons bien sûr attendre le rapport final sur l'incident et en savoir plus sur la défaillance des pièces affectées et obtenir les réponses définitives de Boeing et de la Federal Aviation Administration. Mais je serais surpris s'il varie beaucoup de ce que nous avons déjà vu. Maintenant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous trouvez ces explications rassurantes et faciles à comprendre, car c'est exactement ce que mon équipe et moi essayons de faire avec toutes les actualités de l'aviation qui sortent. Et si vous voulez soutenir notre cause et aussi avoir un aperçu de nos vidéos et même donner votre avis sur elles, alors rejoignez notre équipe Patreon en allant sur patreon.com/join/MontourPilot. Notre récente campagne a dépassé les 4000 Patreons, ce qui signifie que nous avons maintenant pu embaucher plus de scénaristes, ce qui se traduira par plus de contenu pour vous. Mais si nous parvenons à dépasser les 5000, j'ai une toute nouvelle chaîne que j'aimerais lancer. Alors, passez une journée fantastique où que vous soyez. À la prochaine.